et bienvenue à une nouvelle édition de l'Érable approfondi. Pour cette émission, nous vous proposons 4 sections de base. Un bulletin de nouvelles locales avec Francine Laflamme, l'anticipation du Marathon de l'Espoir de Plessisville qui aura lieu le 10 décembre 2022, l'activité du Cercle des fermières de Princeville avec plus de 100 ans d'histoire et la couverture de l'événement Droit de parole pour la sensibilisation locale sur la pauvreté. Commençons par le bulletin de nouvelles de la MRC de l'Érable et du Centre du Québec. Cette semaine, les nouvelles locales nous amènent à 3 sujets différents. Novembre, le mois de l'économie sociale, une œuvre d'art en bronze pour identifier l'espace Magellan-Marcoux à Saint-Ferdinand et changement d'horaire du parc régional des Grandes Coulées. Novembre, le mois de l'économie sociale. Le mois de novembre est connu comme le mois de l'économie sociale. L'économie sociale, aussi identifiée comme économie solidaire, désigne les entreprises qui fonctionnent sous la forme de coopératives, de mutuelles, d'associations ou de fondations. Le fonctionnement interne et les activités de ces entreprises sont fondées sur un principe de solidarité humaine, communautaire et sur l'utilité sociale. Selon le pôle d'économie sociale du Centre du Québec, dans la région, il existe plus de 350 entreprises collectives, employant près de 7000 personnes et impliquant des milliers de bénévoles. Madame Malcarois, directrice générale du pôle d'économie sociale du Centre du Québec, indique qu'en priorisant l'économie sociale dans nos choix, on leur donne du sens, on donne vie à une économie plus juste et plus équitable et on transforme donc des milieux de vie. L'argent et les actions restent donc au service des gens de la communauté. Une œuvre d'art en bronze pour identifier l'espace Magellan-Marcoux à Saint-Ferdinand. Pendant l'été, une équipe de la TVC a couvert l'anniversaire des 86 ans du prêtre de Saint-Ferdinand, Magellan-Marcoux, ce qui est devenu un hommage pour son implication communautaire. Avec plus de 60 ans de vie sacerdotale, Magellan a maintenant une œuvre d'art en bronze depuis la fin octobre pour identifier l'espace en arrière de son presbytère. Avec la description Espace Magellan-Marcoux, l'artiste Mélanie Arcan montre dans son œuvre une diversité de personnes qui pratiquent des activités de la vie quotidienne, identifiant le nouveau parc aussi. Changement d'horaire du parc régional des Grandes Coulées. Pour une première fois, le secteur de la forêt ancienne du parc régional des Grandes Coulées, dans le secteur de Plessisville, restera ouvert durant la période de la chasse à l'arme à feu, qui a débuté ce mois de novembre. Steve Garneau, coordonnateur du parc régional des Grandes Coulées, a indiqué que le public est heureux de pouvoir avoir accès au parc pendant la saison de chasse. Par contre, comme mesure de sécurité, il a souligné que les visiteurs et visiteuses du parc devront se promener seulement sur les sentiers et garder les chiens en laisse. Pour ce qui est du secteur de la Grande Tourbière de Villeroy, la fermeture a déjà débuté samedi le 5 novembre. Ce secteur du parc restera fermé pendant toute la période hivernale. Le secteur sera de nouveau accessible à compter du mois de mai 2023. Cela complète notre bulletin de nouvelles. Le Marathon de l'Espoir de Plessisville est une activité solidaire pour ramasser des fonds et pour assurer l'alimentation de personnes en besoin dans 9 municipalités de la MRC de l'Érable. Elle sera une activité gratuite avec la participation de nombreux artistes de la région. La contribution sera volontaire. Elle aura lieu le 10 décembre 2022 au Carrefour de l'Érable. Les municipalités de la MRC de l'Érable font des dons financiers et logistiques pour assurer l'initiative. Pour connaître tous les détails sur le Marathon de l'Espoir 2022, nous recevons dans nos studios Madame Claudette Laliberté, présidente de l'Œuvre du Partage, l'organisme responsable d'administrer et distribuer les fonds reçus. Nous accueillons avec un grand plaisir Madame Claudette Laliberté, présidente de l'organisme Œuvre du Partage, pour nous parler aujourd'hui du Marathon de l'Espoir de Plessisville. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Est-ce que, pour nous parler en fait plus du Marathon de l'Espoir, en quoi il consiste exactement le Marathon de l'Espoir de Plessisville? OK, le Marathon de l'Espoir de Plessisville, c'est la 32e édition. C'est une journée dans l'année où on recueille les dons. C'est notre journée de levée de fonds
pour redonner de l'argent durant toute l'année. L'organisme qui parraine le marathon, c'est l'Œuvre du partage de Plessisville, qui est là depuis 1969. Ça fait 53 ans. Ça ne s'est pas toujours appelé comme ça. Ça s'est appelé le Noël du pauvre, ça s'est appelé le Comité du partage, Téléthon, Radiothon. Maintenant, ça s'appelle Marathon. Marathon parce que tout doit se faire la journée du marathon. C'est cette journée-là, c'est notre seule source de revenus. Durant l'année, on ne demande pas d'argent ailleurs. Les gens peuvent toujours donner. Là, on est ouvert à recevoir des dons durant toute l'année. Mais le Marathon de l'Espoir, c'est le 10 décembre. C'est vraiment... c'est toujours le deuxième samedi de décembre. Toujours. Depuis des années, c'est comme ça. Et l'argent est recueilli cette journée-là pour redonner durant toute l'année. Et le marathon et l'œuvre du partage, c'est vraiment pour de la nourriture. On redonne en nourriture aux familles à faible revenu sur le territoire de l'Érable. On a les 9 municipalités. On ne va pas à Princeville, parce qu'à Princeville, ils ont leur propre structure, on le sait. Mais on a des personnes que l'on aide dans chacune des municipalités de la région. Durant toute l'année. Puis à Noël, on fait des paniers de Noël. On travaille en très étroite collaboration avec ARAP. Puis les paniers de Noël aussi, on travaille avec eux autres durant toute l'année, mais aussi avec les paniers de Noël, qu'on confectionne et qu'eux autres distribuent après ça, qui vont porter dans les familles les paniers de Noël. Donc le marathon, ça recueille l'argent pour qu'on puisse fonctionner toute l'année. C'est ça le marathon. Exactement. C'est la base du marathon, c'est ça. Donc, pour cette année, donc, le marathon va avoir lieu le 10 décembre, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous avez prévu une programmation pendant cette journée-là? Oui, il y a une belle programmation. On a de la belle relève aussi cette année qui s'occupe de tout le volet musical cette année, parce que ça fait 2 ans, à cause de la pandémie, on ne pouvait pas recevoir des gens. Donc, on ne pouvait pas faire de spectacle, on ne pouvait pas recevoir les gens à venir nous rencontrer. Souvent, les dons se faisaient dehors. Cette année, on repart comme antérieurement. Donc, à partir de 9 h le matin, l'ouverture, il va y avoir de la musique. Dans l'avant-midi, souvent, ce sont les enfants. Les chorales, c'est des spectacles par les enfants. Donc, on reçoit les familles aussi. Et il va y avoir, on le dit aussi, du chocolat chaud et du café. Pour l'instant, c'est ça. Peut-être qu'il y aura d'autres choses. On n'est pas finalisé encore. Mais il va y avoir de la musique toute la journée. C'est un artiste après l'autre qui sont tous des bénévoles qui viennent généreusement donner de leur temps, qui viennent nous faire bénéficier, nous profiter de leur talent. Mais il va y avoir de la musique toute la journée. Les fermières sont sur place aussi, qui vendent leur confection. Tout l'argent qu'ils font, tous les profits qu'ils font, c'est remis au Marathon de l'Espoir. On a les pompiers qui vont être aux 4 coins de la ville, qui recueillent de l'argent. On a aussi les pompiers des paroisses environnantes, le Ciré, qui vont être, je crois, cette année, Saint-Ferdinand, Lister et Villeroy, qui recueillent aussi de l'argent pour nous remettre. Ils nous remettent ce que la population a donné, dans le fond, ça nous est remis complètement. Fait que la programmation de la journée, c'est pas fini, là. C'est pas attaché encore complètement, là, mais ça se fait bien. On a Nicole Dargy qui est là-dessus, là, notre nouvelle recrue cette année, là, puis ça y va à fond de train. Ça veut dire que je pense qu'on va avoir des belles surprises. Très bien, très bien. Oui. En tout cas, vous me donnez envie d'assister. Oui, mais là, vous avez parlé de performances artistiques et de la musique et tout. Est-ce qu'il y a un frais d'entrée ou bien des billets à acheter pour accéder à l'événement? Il n'y a pas aucun frais d'entrée. Cette année, je ne sais pas si les fermières vont faire comme l'année passée. Ils faisaient tirer des œuvres qu'ils font, eux autres. C'est juste des œuvres d'art, là. C'est des petites mains qui travaillent très bien. Ils faisaient tirer des objets, puis on pouvait acheter des billets, mais c'est ceux qui veulent participer au tirage, parce qu'il n'y a aucun frais d'entrée, aucun. Tout le monde est bienvenu. Puis c'est ça qu'on parlait. Peut-être les gens de Plessisville sont habitués parce que ça fait longtemps, mais on a beaucoup de nouvelles personnes qui habitent à Plessisville. Maintenant, on a beaucoup d'immigrants d'arrivée, que peut-être ils ne connaissent pas vraiment le marathon, c'est quoi. Mais peut-être qu'il y en a qui ont eu besoin, en arrivant à Plessisville, des services.
Fait que c'est ouvert à eux autres aussi, là. C'est ouvert à toute la population, c'est ouvert à tout le monde. Très bien, merci. Merci pour votre accueil et pour votre générosité. Nous avons regardé sur votre site Internet que vous avez fixé un objectif cette année de 66 000 dollars. Pourquoi vous avez choisi ce chiffre-là? Est-ce que c'était en lien par rapport aux objectifs de l'année passée? Les dernières années, on fixait plus d'objectifs. Les années antérieures, on disait 60 000, à peu près ce que ça prenait pour fonctionner, à peu près. Il y a des années, on a eu plus, on a pu en mettre un petit peu de côté. D'autres années, on a eu moins. On en a ressorti. Et l'année passée, on a reçu 53 000 du marathon net et on a dépensé 66 000 dans l'année. Donc, on est allé en chercher un petit peu de l'argent qui était de côté. Mais si on regarde l'argent qui est dépensé pour de la nourriture, uniquement pour de la nourriture, on a ORAPé. Avec ORAPé, on donne un montant d'argent. En tout cas, on peut sortir des chiffres, je pense. Bon, oui. On donne 47 000 $. C'est à peu près 1 000 $ par semaine où ils donnent de la nourriture. Eux autres achètent la nourriture et c'est préparé et distribué aux personnes qui en ont besoin. Et nous autres, on paye la facture. Fait que c'est une belle collaboration tout le temps. On redonne aussi pour les collations dans les écoles. On donne aussi à des organismes pour aussi de la nourriture. Tout le temps, ça concerne la nourriture. On commence par OLO, les femmes enceintes, les femmes qui ont besoin d'aide. C'est les fermières qui s'en occupent. On donne aussi à la maison du CLDI, qui est un organisme qui aide les personnes qui présentent une déficience intellectuelle. On va donner aussi à la maison des jeunes, un montant d'argent pour de la nourriture. On donne aussi à Haut Rivage pour les personnes qui ont des différentes dépendances. Fait que c'est toujours le volet nourriture. Fait que l'année passée, on a donné, puis au panier de Noël, on achète de la nourriture, même si on a des très bons commanditaires qui nous donnent plein de choses à mettre dans nos paniers de Noël. On en rachète toujours pour compléter. Et l'année passée, on a acheté pour 12 000 $ pour mettre dans nos paniers de Noël. Le panier de Noël, on est alentour de 200 paniers de Noël. Des personnes seules, 2, 3, 4, 5, 6, il y a jusqu'à 5. Notre plus grosse famille, il y a 6 enfants. Là. Fait que, tu sais, on ajuste à mesure. Donc, l'année passée, on a dépensé 66 000. On a dit, cette année, il faudrait qu'on aille chercher 66 000. Parce que sinon, on va être obligé de peut-être couper quelque part. C'est pas, on veut pas faire ça. Là. Parce qu'on ne pourra pas toujours aller piger dans notre petite réserve, dans notre réserve. Là. Donc, c'est pour ça, le 66 000. Ça coûte 66 000 par année. Tantôt, vous avez parlé de l'implication des écoles et des pompiers dans la région. Est-ce que vous pouvez nous parler ça plus davantage? Quand est-ce que ça commence exactement leur implication? Est-ce que c'est uniquement pendant la journée du 10 décembre ou plutôt avant? Les pompiers, c'est uniquement la journée. Okay. C'est une journée. Eux autres sont là vraiment au coin des rues et vraiment ils recueillent l'argent. C'est une journée. Les écoles, je sais que les écoles primaires, ils vont recueillir des denrées. C'était comme ça, là, je ne sais pas si ça va être encore comme ça cette année. Ils recueillaient des denrées dans les classes et ça nous est remis. La polyvalente, les jeunes de la polyvalente, je les admire en passant, là, c'est toute l'année. Ils font toutes sortes d'activités, que ce soit des films, ils font des biscuits, il y a pas le vestiaire, mais en tout cas, ils ramassent des sous durant toute l'année. Et la dernière semaine avant le marathon, ça s'appelle la grande offensive. Là, ils mettent le paquet. Puis avec les professeurs et le personnel qui est là, ils nous remettent des sommes d'argent. À chaque année, 6 000 – 7 000 $ qu'ils ramassent durant l'année. Moi, je leur lève mon chapeau, les jeunes. Là. C'est la belle relève. Hein? Puis ils savent pourquoi ils le font aussi. Là. Fait que, les écoles, c'est ça. Puis on a les écoles aussi primaires, mais dans la région. C'est la même chose. Les écoles primaires dans la région, ils recueillent des denrées qui nous sont apportées. Avant, il y avait des petites banques. On avait des petites banques de sous. Maintenant, des 1 sou, il n'y en a plus. Fait que les petites banques, là, cette année, je ne sais pas s'il y en aura. Là. Ça, je pas, excellent. C'est beau de voir que presque tout le monde participe pour la collecte de l'argent pour le Marathon de l'Espoir. C'est beau de voir cette belle mobilisation par tout le monde, en fait. Est-ce qu'on peut savoir comment on peut contribuer au Marathon de l'Espoir? Parce que vous avez dit qu'il y a l'école, les pompiers, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens, d'autres façons de contribuer pour les dons? Durant toute l'année, puis la journée du marathon aussi, vous pouvez aller sur le site Marathon de l'Espoir. Vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de donner. PayPal ou paiement ou transfert direct, ou en tout cas, il y a plusieurs façons de donner.
Sinon, vous vous présentez la journée même au Carrefour culturel, c'est là qui est le marathon depuis quelques années, au Carrefour, et il y a des personnes qui vont vous accueillir au Carrefour toute la journée, on est là. On fait des reçus aussi pour les personnes qui veulent avoir un reçu, qui font un don. On fait des reçus pour l'impôt aussi. C'est la façon de donner. Le camion d'Orapé devrait être là sur le terrain aussi le samedi, ceux qui veulent apporter des denrées. Le camion va les recueillir, va être là pour les recueillir aussi. Fait que pour le marathon, c'est pas mal. Ah, aussi, on va... s'il y en a qui veulent faire des dons, mon numéro de téléphone est sur le site Internet aussi. Les gens peuvent appeler. On va aller chercher... Il y a quelqu'un qui va aller chercher les dons chez eux. Bien identifié, avec l'auto de la ville de Plessisville et avec une étiquette bénévole. Il s'appelle Charles-Antoine. C'est lui qui va aller chercher les dons aux maisons le samedi. Okay. Pas que les gens donnent à n'importe qui ou que n'importe qui aille chercher l'argent. Fait que c'est vraiment bien identifié. Fait qu'ils peuvent nous appeler. On va en appeler quelques-uns qui donnent à chaque année régulièrement, qui peuvent pas se déplacer pour une raison ou pour une autre. On va aller chercher les dons chez eux, sont déjà identifiés, là. Fait qu'il y a différentes façons de donner. On peut pas ne pas choisir de donner. Tu sais, je veux dire, il y a différentes façons, tout le monde peut donner. Vous avez mis tous les moyens en place pour que tout le monde puisse contribuer. Absolument. Excellent, parfait. Je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ce que j'aimerais rajouter, finalement, c'est ça, le marathon, il est là pour durer encore, mais depuis 1969, que l'œuvre du partage a été créée par M. Raymond Gosselin et une équipe qui sont là. Il s'est relayé des équipes, je ne sais pas combien, depuis des années. Ça a changé de nom, ça a changé parce qu'au début, ils ne donnaient pas juste l'argent, de la nourriture. Ils recueillaient des meubles, ils recueillaient des vêtements. Maintenant, on a d'autres organismes qui recueillent des meubles, comme Orapé, des vêtements, comme la Saint-Vincent-de-Paul. Donc, différents organismes, maintenant, qui se sont réunis et qui ont dit, là, il faut faire quelque chose pour nos personnes. Ils appelaient ça le Noël du pauvre, dans le fond. Et ça s'est continué au fil des années et ça se continue encore. Puis on a une population à Plessisville tellement généreuse, là. Puis là, on parle du marathon, mais on a des petits à côté aussi, là, nous autres, qu'on va aider ailleurs par d'autres moyens, parce qu'on reçoit d'autres argent ailleurs pour autre chose aussi. Fait que la population est généreuse. Je dis Plessisville, mais c'est la région aussi, là, parce que c'est pas juste Plessisville, là. Mais c'est la région et moi, je lève mon chapeau à tout le monde. C'est tellement généreux. Puis je dis, nous autres, on a juste une courroie de transmission. On reçoit l'argent qui nous est donné et on la redonne à ceux qui en ont besoin, parce que les gens en ont besoin beaucoup. On disait avant, c'était surtout les gens peut-être qui reçoivent le secours, le dernier recours, mais maintenant, on se rend compte que les personnes qui travaillent à salaire minimum, pas beaucoup d'heures, une petite famille, ils n'y arrivent pas. Ils ne sont pas capables de joindre les deux bouts. Donc, ils viennent nous rencontrer pour qu'on leur donne un petit coup de main dans la nourriture aussi. Fait que ça atteint... On aide des personnes, des fois, elles sont en attente d'assurance salaire, en attente d'assurance chômage, en attente de... Parce qu'on s'est rendu compte aussi, on a des familles immigrantes qui arrivent à Plessisville, puis on le sait que quand la famille arrive, ben, ils n'ont pas le droit à l'assurance maladie, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas d'allocation familiale. Donc, le revenu du papa, des fois, il ne suffit pas pour aider pour un bout de temps. Fait qu'un petit coup de pouce, puis après ça, ben, ils partent. Puis souvent, ceux qu'on donne un petit coup de pouce, après ça, ben, c'est eux autres qui nous redonnent. Exactement. C'est comme ça. Donner au suivant. Exactement, c'est la chaîne. Comment est-ce que les municipalités de la MRC de l'Érable sont impliquées dans le marathon de l'espoir, quel que soit sur le plan financièrement ou même au niveau de la logistique? OK. Sur le plan financier, la ville de Plessisville nous prête le carrefour de l'Érable gratuitement. On a les 2 jours, vendredi pour s'installer et le samedi. Nous prête aussi les 2 autos pour la journée du marathon, 2 autos électriques qu'on a à la ville, qui nous sont prêtées gracieusement aussi. Il y a du personnel sur place qui est payé par la ville aussi la journée du marathon. Les municipalités vont donner de l'argent. Peut-être qu'eux autres, ils font, je ne sais pas s'ils font un bout avec leurs entreprises sur leur territoire. J'espère qu'ils le font. Je ne le sais pas. Mais les municipalités, la plupart, il y en a peut-être 1 ou 2 qui ne donnent pas, mais probablement peut-être qu'ils donnent ailleurs aussi, puis on ne le sait pas, là. Mais les municipalités donnent aussi de l'argent qu'ils nous donnent pour que nous autres, on redonne dans leur paroisse, dans le fond. C'est comme ça.
Okay. Est-ce qu'il y a aussi les députés, est-ce qu'eux aussi participent dans ce projet? Oui, on a le député provincial qui vient habituellement nous porter sa contribution et le député fédéral aussi, qui vient porter sa contribution aussi à chaque année. Habituellement, ils viennent. Ils viennent la journée, ils viennent faire un petit tour dans la journée, puis ils viennent. Puis cette année, le marathon, notre président d'honneur, c'est le maire de Plessisville. Okay. Donc, je suis sûre qu'il va passer la journée avec nous autres. C'est bien. Très bien. On est bien contents. Merci beaucoup pour votre partage, pour votre générosité et aussi pour votre belle présence avec nous aujourd'hui. Merci. Donc, il me reste de vous dire à très bientôt. Merci beaucoup, puis venez nous voir au marathon. Oui, on va vous accueillir avec plaisir. Merci beaucoup. Bonjour. Le 14 mai 2022, le Cercle des fermières de Princeville a fêté ses premiers 100 ans d'existence au complexe hôtelier du Pré de Princeville. Une célébration suspendue pendant 2 ans suite à la pandémie de COVID-19. Le Cercle des fermières de Princeville produit encore un volume important d'œuvres pour la communauté. Pour en savoir davantage, l'équipe de la TVCE s'est déplacée aux locaux de l'organisation pour s'entretenir avec sa présidente, Madame Dany Lévesque. Elle nous explique comment fonctionnent les métiers à tisser que les membres du Cercle des fermières de Princeville utilisent chaque jour. Du côté de la salle Pierre-Prince, eh bien, vous savez que la salle au premier étage sert pour les événements, pour les collectes de sang, etc. Mais en bas, on retrouve le Cercle des fermières. Dany Lévesque, qui est la présidente du Cercle de fermières de Princeville. Allô? Bonjour. Hey, j'aime ça. Un métier à tisser. Hey, ça date, hein? Ça fait longtemps qu'on fait ça, hein? Oui, ça date de longtemps, là. Je pourrais pas vous dire depuis quand, là, mais ça fait longtemps. Bien, ça fait longtemps aussi, les fermières à Princeville. Oui, on fête nos 102e anniversaire cette année. Toute fête, là. Oui. Nos 100 ans sont fêtés. Mais là, j'aimerais ça vous voir à l'œuvre. Hein, pour les gens qui connaissent un peu moins, on appelle ça faire du tissage avec un métier, c'est ça? Ça, c'est un linge à vaisselle. C'est les meilleurs, on dit, hein? Oui, donc c'est ça. C'est sûr que c'est un peu comme un piano. On a des pédales en bas et c'est ce qui fait le tissage. Donc, je peux passer mon fil à l'aide d'un canot. Là, j'ai un petit nœud. Voilà. On tape pour coller notre fil. Ensuite, je joue de mon piano avec mes pédales. Ça vient de bloquer mon fil. Ça va rebouger. Oui, je vais le rebouger. J'ai repassé mon fil. Ça va, les pédales. Tu voulais voir les pédales? Je vais faire les pédales. Et voilà. Fait qu'on vient de croiser nos fils pour que ça reste pris entre nos... Oui, et j'aimerais qu'on explique aussi la minutie, parce que plus qu'on met de couleurs, plus il faut vraiment toujours arriver égal aussi, hein? Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est comme un patron. Oui. On a un patron. Là, j'ai ce qu'on appelle une marchure. Ceux qui connaissent les pédales peuvent jouer avec la pédale 1, la pédale 3, la pédale 2, la pédale 4. Mais c'est les 2 pieds ensemble. Okay. Hey, ça a l'air facile à apprendre et à comprendre. Et que c'est facile.
C'est agréable. Ça vous a pris combien de temps à apprendre le concept, là? Ben, si on parle de linge à vaisselle, c'est pas très long. On fait une marchure de base qui est le 1, 3, 2, 4, ceux qui connaissent ça. Mais par la suite, ça va tout seul. Un linge à vaisselle peut prendre environ 3 heures, là, une fois parti, sans motif. Et une catalogue, hein, comme on les voit, là, comme les catalogues de nos grands-mères, ça peut prendre combien de temps à faire, ça? C'est sûr que ça dépend du matériel qu'on utilise, mais une catalogue, quand tout votre tissu est déjà taillé à 3/4 de pouce, ça peut prendre facilement une bonne journée de 8 heures, puis des fois 2 journées de 8 heures. Ça dépend de la grandeur, ça dépend de la largeur. OK. Mais les fermières, vous fonctionnez comment ici? Parce que plusieurs peuvent faire ce fameux linge à vaisselle, hein? Oui. Oui. Nous, c'est sûr que les membres fermières, ici à Princeville, ils ont accès à nos métiers. On a des listes de membres. Ils mettent le nom sur le projet qu'ils veulent tisser. Puis ensuite, on les appelle, le métier est prêt, vous donnez vos dates, on vous réserve le métier, vous venez tisser. Nous, ici, on a une belle entente avec la ville de Princeville. Donc, nous, on a dit, on ouvre nos métiers à la population de Princeville avec un petit supplément pour le montage, là, mais ça dépend des pièces, mais c'est très minime, là. C'est vraiment... Et le départ est important, hein, là-dedans. Hein? Parce qu'il faut les passer, les fils. Comment? Oui. C'est assez long aussi, faire le départ. Oui, bien, comme ça ici, ça peut prendre facilement une journée. Oh! Facilement. Parce que si on regarde, on a le rouleau au début. Le rouleau, il y a déjà des crampes. Oups, oui. On a des crampes sur le rouleau. Chaque crampe, c'est 1 pouce. Sur ce projet-là, on a 23 pouces. Dans chaque espace entre les crampes qui est de 1 pouce, il y a 24 fils. Donc, 24 fois 23, 552 fils sur ce montage-là. Par la suite, on a passé les 552 fils à travers 552 lames qui sont ici. Oui. Et ensuite, là, c'est ça, en avant, ça, c'est les lames. Regarde, les lames sont ici. C'est ça. Il y en a 552. Ensuite, on passe 2 fils qu'on appelle en peu dans le peigne qu'il y a ici. Donc, on a 2 fils par petit trou ici. Et ensuite, on attache au rouleau d'en avant. Ici, là, c'est sûr qu'on a beaucoup de matériel dessus, mais on l'attache ici, puis là, on est prêt à s'amuser. On voit que ça va faire plusieurs linges à vaisselle. Hein? Oui, il y a plusieurs madames qui ont tissé parce que là, il faut vider nos métiers. Donc, ici, on a 13 métiers. Les 13 métiers sont fonctionnels dans l'année pour nos membres. Oui. Ça, est-ce que ça veut dire qu'une des premières qualités d'une fermière, c'est la patience? La patience, puis le goût d'apprendre, parce que là, on parle des métiers, mais on a plein de nouvelles techniques. Puis accepter aussi de recommencer, hein? Parce que des fois, on se rend compte d'un petit défaut, mais souvent, je suis rendue ici, là, et là, je m'aperçois que j'ai un défaut là que j'ai pas vu. Bien, c'est un très bon exemple. J'ai un défaut ici de couleur. Je suis en train de défaire parce que à l'œil, on voit très bien qu'il est un petit peu plus foncé. Donc, la personne qui a tissé a tapé plus fort. Ah! Donc, c'est ça la différence? Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on le voit à l'œil. Donc, moi, j'ai du bras. Donc, je peux pas travailler après vous, hein? Bien, pas sur le même projet, Ouais. mais vous pourriez faire la même chose, mais c'est d'apprendre à laisser tomber. Avec douceur. Oui, c'est ça. Hey, par curiosité, ça coûte combien un métier? C'est une très bonne question parce que on a eu un programme Nouveaux Horizons. Les seuls métiers qu'on a ici de neuf, on a le gros métier qui a 8 cadres, c'est un 60 pouces et c'est dans les 12 000. Mais ça, c'est nous. On a eu un programme qui est Nouveaux Horizons du gouvernement fédéral. Mais nous, on a été chanceux. Les métiers nous ont tous été donnés, soit par des décès, soit par des fermières qui ne pouvaient plus tisser, soit par des personnes qui veulent faire des dons. Donc, nos métiers, sauf les 8 cadres, ont été donnés, mais ça peut varier de plein de montants. Là. Je ne pourrais pas vous dire. Donc, si on lance un message, s'il y a des personnes qui ne savent plus quoi faire de leur métier, bien, on appelle les fermières de Princeville parce que si vous voulez augmenter aussi votre main-d'œuvre? Bien, c'est sûr que comme nous ici, nos métiers, les locaux sont pleins. Bon. Mais à Princeville, on dit, bien, appelez quand même. On peut faire des annonces parce qu'il y a quand même des dames qui ont des enfants qui en veulent, des dames qui veulent avoir dans leur maison aussi.
C'est sûr C'est que rare, hein? c'est rare des usagers qui sont fonctionnels puis qui sont originales. OK. Mais ça se vend encore aujourd'hui. Oui, oui, ça se vend encore. La preuve, on a Oui. deux... Un de 12 000 En tout cas, bravo pour vos œuvres. Hein? Ben merci beaucoup. Puis bon 102e anniversaire. Oui, on en profite. Puis on est une équipe qui est jeune et dynamique. Fait que c'est le fun. On a une belle équipe. Combien de membres en finissant? Présentement, on est rendu à 45, mais on espère se rendre à notre 55, 60. On sent qu'il y a un retour. Hein? Oui. Les gens reviennent aux valeurs de nos ancêtres aussi. Oui, puis ça fait 2 ans que les gens sont chez eux à pas être certains de ce qu'ils font ou ce qu'ils veulent faire. Puis là, ils ont besoin de dire... Je veux m'occuper, je vais apprendre à tricoter, je vais apprendre à coudre, je vais apprendre à tisser, je vais apprendre de la dentelle au fuseau. C'est toutes des choses qu'on peut apprendre. Maintenant, nous allons vous présenter l'événement Droit de parole qui a eu lieu le 26 octobre au Centre communautaire de Plessisville. Coordonné par l'organisme Droit devant l'érable, Droit de parole a été une opportunité pour réfléchir à la problématique de la pauvreté dans la MRC de l'érable. Rappelons que depuis plus de 21 ans, Droit devant érable est un groupe de défense collectif des droits sociaux pour les personnes à faible revenu. Pour connaître davantage la problématique de la pauvreté dans la MRC de l'érable, ainsi que les nouvelles démarches en cours, nous avons rencontré 3 spécialistes. Christian Paquin, agent de concertation et de mobilisation de la Corporation de l'événement communautaire de l'érable, Laurence Simard-Gagnon, responsable de la mobilisation du collectif pour un Québec sans pauvreté, et Sandra Vigneault, conseillère au développement des communautés de la MRC Érable. Voici notre reportage. Nous sommes dans le centre communautaire de Plessisville pour couvrir l'événement Droit de parole. Ici, il y aura de réflexions, des discussions à propos du problème de la pauvreté dans la MRC de l'érable, organisée par Droit devant l'érable. 60 organismes communautaires ont reçu une invitation pour participer et faire participer la population aussi de cette rencontre. Le but, c'est de voir, écouter, reconnaître et sensibiliser à la pauvreté. Nous allons entendre la parole des différents spécialistes et intervenants. Merci de votre présence, c'est très apprécié. Faut le faire, hein? Droit de parole, et c'est toujours dans la thématique de notre campagne, démontrer différents visages de la pauvreté dans la MRC de l'érable. La campagne vert, c'est pour mieux voir, écouter, reconnaître et sensibiliser la population à différents visages, pas au, mais à différents visages de la pauvreté parce qu'ils sont multiples. Nous allons débuter tout de suite par la première capsule. Les 4 capsules proviennent de 6 organismes qui nous ont référé 15 personnes, des organismes de la MRC de l'érable. On a fait des Zooms, ça en a pris 2 mois pour pouvoir passer à travers ces entrevues-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que les personnes savaient d'avance qu'est-ce qu'il y avait comme question. Donc, c'était des Zooms. Et où je veux en venir, c'est que le réalisateur de capsules est avec moi. Puis, lui, à partir de ces 15 entrevues-là, il a été alimenté, puis là, il a commencé à travailler du crayon pour réaliser le contenu. Et ce que vous allez entendre dans la première capsule, c'est pas n'importe quoi. Ça vient d'ici. Les 3 autres aussi, sauf la première. L'avertissement, elle passe même à la TVC érable. Le langage est cru, il sexiste. Et voilà ce que ça peut donner.
paraît qu'à ma naissance, mon père était pompette à l'hôpital. Paraît qu'il allait pisser au rez-de-chaussée puis qu'il revenait bourré. Paraît que l'infirmière a failli appeler la DPJ, puis l'infirmier, les policiers. J'ai failli, qu'il a dit. Ma mère savait que mon père me voulait pas. Fait qu'elle a tout fait pour pas que je paraisse. Dès qu'il rentrait, elle m'effaçait. Si je pleurais sans raison raisonnable, c'était pas pardonnable. Si je criais, il criait. Si je demandais, je regrettais. Si je me laissais traîner, il me traitait de traîner. Il m'appelait Obélix, une petite crise. Si vous trouvez injuste de payer pour ma détresse, pour mon salaire de BS, que vous travaillez fort pour pas être à ma place, dites-vous bien que ma place, elle s'achète pas, elle se gagne. Comme à l'auto. J'ai gagné le gros lot dans le berceau, puis je reçois des intérêts sans arrêt. Je vous le jure que vous préférez payer des impôts plutôt que d'être dans ma peau. Mais on peut changer n'importe quand. Je prends votre argent comme un présent, puis je vous laisse mon passé. Je vous mets toutes mes belles histoires dans un beau grand sac à dos, puis je vous encourage à grimper, à garder votre concentration pour votre dissertation, à dire la bonne chose à votre patron, puis à rester cool avec la bosse dans le pantalon. Identifier à qui ça s'adresse, en fait, c'est les personnes qui vivent en situation de pauvreté. Dans la MRC de l'érable, on est capable de préciser, toujours 2019 à aujourd'hui, là. C'est sûr que depuis 3 ans, là, le pourcentage a changé, là. On parle de 1503 personnes qui reçoivent l'aide du dernier recours dans la MRC de l'érable. La pauvreté est difficile à palper parce que ces gens-là, d'abord et avant tout, s'isolent. Ils ne veulent pas être identifiés. Puis, ils veulent garder leur dignité. Puis nous, quand on fait notre campagne, on n'a pas quelque chose à offrir, un service, je dirais même un accompagnement. On est là pour que la population modifie sa perception et son regard envers ces gens-là. En fait, avant midi, on fait 3 choses. Je m'entretiens avec vous, je vous entretiens à quelques moments. Et il va y avoir Christian Paquin qui va parler de la Corporation Développement communautaire de l'érable. Laurence Simard-Gagnon de Québec, elle représente un organisme qui nous accompagne, le Collectif pour un Québec sans pauvreté. Mais la première, c'est, tout le monde la connaît, Sandra Vigneault. J'aime bien la présenter, moi, comme une personne courageuse dans sa personne et dans son devoir. Dans l'après-midi, c'est des tables rondes. Il va y avoir 5 personnes par table, un ou une animatrice, 5 questions à lesquelles on va vous demander de réfléchir. On parle de quoi? On parle de la pauvreté. Comment on peut s'y prendre pour leur rendre service, leur venir en aide, comment les rejoindre. Des questions simples, mais on a besoin d'avoir votre input. Pas besoin de vous dire que toutes les rencontres qui sont faites, je comptabilise le tout, puis au mois de mars 2023, je fais mon rapport officiel à notre partenaire principal pour, par la suite, être capable d'avoir assez d'éléments pour être capable de contacter sinon, des décideurs politiques. Je m'appelle Sandra Vigneault. Je suis originaire de Plessisville. Mon conjoint aussi. On a fait nos études dans d'autres municipalités. Mais on a fait le choix de revenir ici parce qu'on voulait travailler pour notre communauté à différents niveaux. Moi, j'ai fait le choix de me tourner plus vers du travail en collectivité. Comme Yvon l'a dit, je suis à la MRC. Je travaille comme conseillère au développement des communautés. On ne dit pas de titre. Fait que, dans le fond, ça vous dit pas grand-chose, même si je vous dis le titre professionnel que j'ai, parce que souvent, les gens me demandent qu'est-ce que je fais comme travail. Même mes enfants me demandent ce que je fais comme travail. Et à part leur dire, ben, je fais des réunions, c'est ça que je leur dis. Fait qu'Yvon nous présente son projet. Et il le dit, le projet a été refusé. Pas parce que c'était pas un bon projet. Il a été refusé parce que, oui, l'organisme travaillait en silo. Puis on a dit, si on veut arriver à quelque chose sur le territoire, il faut se mettre tout le monde ensemble. Fait qu'au lieu de leur dire non, puis allez-vous-en chez vous, arrangez-vous, on a dit à Yvon, regarde, on est prêt à t'accompagner, on est prêt à te fournir l'aide que tu auras besoin. Fait qu'on le regarde ensemble, on va aller chercher des nouvelles personnes, puis on redépose dans quelques mois.
Bon, c'est sûr, ça fait pas l'affaire de se faire dire non, mais je pense que c'était pour la bonne cause. Et Yvon et René, bien entendu, s'en sont sortis avec brio parce que quand ils ont redéposé le projet, il a été accepté haut la main, comme Yvon l'a dit. Et c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Fait que moi, j'ai toujours appuyé cette démarche-là. Jocelyn, qui est avec nous aujourd'hui, est sur notre comité stratégique parce qu'on a besoin de l'appui aussi des municipalités, du Conseil des maires, parce que c'est des démarches aussi qui se veulent politiques. Fait qu'on a beau dire on travaille pour le bien-être des citoyens, bien, dans mon travail, moi, j'ai aussi à sensibiliser les élus, les maires, les conseillers municipaux, les gens qui travaillent dans les municipalités à tout ce qui se passe sur le plancher des vaches, comme on dit. On va passer à la deuxième capsule. Si je fais un peu d'informations sur la deuxième capsule, c'est un homme qui vit honorablement, famille, épouse, et je vais me taire en disant le seul mot qui me vient à l'esprit dans cette capsule-là, c'est « il frappe un mur un jour ». Et voici ce que ça donne. J'ai frappé un mur. Je roulais tranquille en pensant à ma fille, le regard égaré dans mes pensées. Puis j'ai vu un petit cul sur le bord de la rue, courir après le plaisir, comme un garçon derrière un ballon. Puis j'ai vu le ballon l'autre bord du chemin. Puis j'ai vu le garçon poursuivre son chemin. Mais mes freins me menaient trop loin. Je me suis vu voler la vie d'un tout petit. C'est là que j'ai entendu ma femme crier « Chérie! » J'ai viré le volant autant comme autant. Je suis tombé dans la pauvreté. Au même moment, j'ai frappé un mur. Je vais vous parler aussi de la visibilité. Qu'est-ce qu'on fait, nous, comme activité, ou du moins, où est-ce qu'on peut entendre parler de la campagne de sensibilisation? D'abord, la TVC, qui, depuis le début, elle est toujours là. On a aussi la MRC de l'érable, qui a accepté, Mme Savoie, qui travaille au COM, a accepté de nous donner un coup de pouce pour promouvoir la campagne. Le CIUS Centre du Québec. Après cela, dans les journaux, on était présent aussi à la Nuit des sans-abri, la première année qu'il y a eu la Nuit des sans-abri. Moi, mon rôle, ça vise la mobilisation puis la concertation. Qu'est-ce que notre rôle à nous comme corporation de développement communautaire? Bien, on est un regroupement. Donc, un regroupement d'organismes communautaires qui donnent des services sur le territoire de la MRC de l'Érable. Puis, je vais me permettre de me référer à ma feuille parce que j'ai écrit tous les services puis je ne voudrais pas l'oublier. Donc, on a l'action bénévole, l'aide vestimentaire, la condition féminine, les dépendances, défense de droits, famille et jeunesse, gestion, maintien à domicile, médias et communication, on parle entre autres de la TVC, personnes à faible revenu, personnes handicapées, petite enfance, prévention de la violence, proche aidance, santé mentale et santé physique. Donc, ce qu'on peut retenir, il y a deux mots dans le fond, qu'on peut retenir ce qu'ils font les groupes. Ils font, oui, de l'intervention avec les personnes, mais ils vont faire aussi beaucoup de sensibilisation avant d'être obligés d'intervenir. Notre revendication principale, bien évidemment, c'est d'éliminer la pauvreté, c'est réduire les inégalités socio-économiques et c'est de contrer les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté, ce qui rejoint complètement tout l'effort que vous faites à Droits devant de l'érable et le projet de sensibilisation vert. On a des cibles prioritaires au collectif parce que la pauvreté, c'est extrêmement large, comme vous le savez très bien. Donc, augmenter les protections publiques. Les protections publiques, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est les programmes d'assistance sociale, les programmes de prêts et bourses pour les étudiants et étudiantes, les programmes de soutien aux revenus pour les personnes aînées, les personnes de soutien aux revenus, les programmes de soutien aux revenus pour les personnes en situation de handicap, les pensions, les prestations pour les enfants. Donc, tout ça, on veut que le soutien aux revenus, les protections publiques permettent à tout le monde d'avoir les moyens de couvrir au moins leurs besoins de base. Alors, dit comme ça a l'air
tellement d'être justement la base comme revendication, mais en ce moment, malheureusement, au Québec, on n'en est pas là. Bon an, mal an, il y a 1 personne sur 10 environ au Québec qui ne couvre pas ses besoins de base. Quand je parle de besoins de base, je pense de manger, se loger, être capable de se déplacer, se vêtir, être capable d'avoir accès à un téléphone, avoir de plus en plus accès à Internet devient un besoin de base puisqu'il y a tellement de choses qui vont dépendre de notre accès à Internet. Donc, que tout le monde, finalement, puisse combler ses besoins de base, c'est déjà là, la première revendication, la revendication plancher, si on veut, là, pour le collectif. Ensuite, on veut fixer le salaire minimum à un taux qui permet à tout le monde de sortir de la pauvreté. Pour l'instant, la cible qu'on a mis de l'avant en 2021, c'était 18 $ de l'heure. Malheureusement, c'est même déjà un peu dépassé. Un autre des cibles prioritaires du collectif, c'est de mettre en place une campagne sociétale contre les préjugés, parce qu'au collectif, on considère que les préjugés, c'est une des choses qui contribue à garder les personnes en situation de pauvreté. Ce qu'on fait, on fait des pressions sur le gouvernement, on fait du travail politique, on décortique tous les types de programmes de lutte à la pauvreté qui sont mis de l'avant par le gouvernement. On travaille en mobilisation aussi, on essaie de créer des coalitions pour porter différentes campagnes en lien avec la lutte à la pauvreté. Puis ce qu'on fait aussi, puis qui est lié à ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, c'est de faire des constructions de savoir avec des personnes en situation de pauvreté, de mettre en valeur l'expertise des personnes qui vivent la pauvreté au quotidien. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire avoir, je dis n'importe quoi, là, mais avoir, mettons, 15 000 $ par année de revenus quand on a un loyer à payer versus quand on est en logement social ou quand on a une maison pour laquelle on n'a pas, l'hypothèque est déjà payée. C'est complètement différent. On va passer à la dernière capsule. La dernière capsule, je trouve ça intéressant parce que cette dame-là a fini par reconnaître ce qu'elle a vécu. Et je veux dire tout de suite, du haut de ses 17 ans, il lui est arrivé quelque chose. Et voici son histoire. J'étais pleine d'amour. Oh, mais vraiment pleine d'amour. Enceinte de 15 semaines, la bedaine pleine, d'une Saint-Valentin bien arrosée, du haut de mes 17 ans, j'ai commencé à comprendre que 9 ans mal arrivé, puis que d'accoucher en 2 cours de comptabilité, c'était un mauvais calcul. Je devrais attendre jusqu'à la session de janvier pour continuer de me former. Et c'est là que je suis tombée dans une spirale de la pauvreté. Mais moi, j'ai foncé. Je me suis endettée, j'ai gradué de l'université, travaillé, conjugué argent pour l'appartement, puis enfant demandant. Puis là, une fois bien installée, les enfants étaient rendus grands. Hey, je me réveille à 47 ans. Je suis riche de 4 enfants, tous diplômés, brillants, travaillants, qui ont fait de moi une grand-maman. J'ai été pauvre, mais j'ai été aidée par plein de leviers dans ma communauté. Puis aujourd'hui, je suis l'autre côté de la pauvreté. Je peux redonner, participer, employer, payer des études, essayer de changer ce qui n'a pas de bon sens. Je vous remercie beaucoup de votre attention avant midi. C'est important. J'espère juste que vous avez appris des choses que vous allez pouvoir partager avec d'autres. Après les allocutions, nous avons rencontré les différents intervenants pour leur poser des questions supplémentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de la CDC dans ce projet? En fait, la CDC a participé au projet, notamment en étant membre du comité stratégique de développement social de la MRC, mais a servi aussi de conseil à ceux qui ont fait à Vivon, entre autres. Là, il a souvent consulté la CDC pour connaître un peu les orientations, puis échanger aussi sur le rôle du projet. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi également, c'est que les groupes communautaires qui sont membres de la CDC travaillent activement avec les personnes en situation de pauvreté et ou d'exclusion sociale. Donc, les gens, donc nos groupes, ils représentent ces gens-là, souvent dans les secteurs. Et nous, notre rôle comme CDC, c'est de les rassembler pour effectivement qu'ils ne travaillent pas en silo, mais en équipe, pour venir en aide au développement de nos localités.
Quels sont les défis que vous avez rencontrés lors de la campagne de sensibilisation vert et comment vous la qualifiez cette campagne-là? Bien, c'est une campagne qui est très essentielle et nécessaire, dans la mesure où il peut y avoir deux volets à ça. C'est-à-dire que oui, ça vise à éliminer ou du moins à diminuer les préjugés face aux personnes qui vivent des situations de pauvreté ou d'exclusion sociale. Mais ça peut faire réaliser aussi qu'il n'y a personne qui est à l'abri. Nous-mêmes, on peut être susceptible un jour d'un événement dans la vie qui nous amène à vivre le phénomène de pauvreté. Donc, c'est une réalité et aussi nous permet de réaliser certaines situations, puis ça peut nous amener vers un autre regard face aux personnes. Comment peut-on réussir une campagne de sensibilisation? Bien, ce qui est intéressant, c'est que la campagne, elle ne victimise pas les personnes, mais plutôt en lumière la responsabilisation. Donc, les gens, ils vivent des situations et maintenant, évidemment, ils vivent ça parfois difficilement, mais il y a une prise en charge. Et la prise en charge, bien, c'est aussi ce que les groupes communautaires font également avec les gens. On peut le voir dans plusieurs capsules où les gens se sont référés à des ressources qui sont là pour soutenir, aider, mais aussi la responsabilisation. Nous avons vu dans les différentes capsules que nous avons regardées aujourd'hui que finalement être dans la pauvreté, ça peut arriver à n'importe qui, à tout moment. Est-ce que vous pensez que la société aujourd'hui a accepté cette idée qu'on peut avoir un accident dans la vie et on peut se trouver dans une situation de précarité? La pandémie a amené cette conscience-là à beaucoup de gens qui, du jour au lendemain, soit ont perdu leur emploi ou soit ont dû, dans le fond, quitter leur emploi parce que il y avait besoin soit de s'occuper des enfants à la maison ou de personnes malades, de la famille, des amis. En tout cas, bref, la charge, finalement, qui était prise peut-être plus par des institutions, des services, qui s'est retrouvée vraiment là, dans les familles. Alors, ça l'a fait rendre compte à plusieurs personnes que finalement, leur situation économique, qu'ils et elles sentaient comme étant relativement sécure, il suffisait d'une crise. On a de la misère voire à couvrir nos besoins de base, bien, que ça peut arriver, somme toute, assez rapidement. Puis les capsules de droit de vente de l'érable illustrent bien cette réalité-là, la personne qui vit un accident, la personne qui vit une dépression. Ça peut être aussi quelqu'un tombe malade et finalement, on se retrouve à endosser un rôle de proche aidante qui fait que bien, on a de plus en plus de difficultés à occuper notre travail salarié. On finit par limiter les heures, prendre des congés sans solde. Donc, c'est facile, finalement, de perdre la pogne, de perdre les ancrages qu'on a là, financiers. Fait que je pense que oui, effectivement, il y a une plus grande compréhension de ça ou une plus grande sensibilité à ça en ce moment. Maintenant, on le sait que personne n'est à l'abri, qu'on peut tous être affectés par la pauvreté. On peut se trouver le jour au lendemain dans une situation de précarité. D'après vous, quelle est la meilleure façon de réagir face à cette réalité-là? Dans un contexte d'appauvrissement généralisé, ces 5 cibles-là sont importantes. Puis je pense que individuellement, ça peut être vraiment aidant d'avoir un réflexe justement tu sais, quand on se sent insécure par rapport à l'avenir financier, quand on se dit, mon Dieu, tu sais, justement, la pauvreté, ça peut m'arriver à moi aussi, bien, c'est un excellent moteur pour s'ouvrir sur les autres puis développer des réseaux de solidarité, s'impliquer dans les groupes communautaires, ne pas rester seul parce que c'est vraiment ensemble qu'on va être capable de lutter contre la pauvreté de façon durable. Est-ce que vous pouvez nous parler des efforts fournis par la MRC de l'érable pour lutter contre la pauvreté dans la région? Bien, les efforts qui sont fournis par la MRC concernent beaucoup le comité stratégique en développement social. Puis le comité stratégique en développement social, la MRC, est formé de plusieurs personnes. Je vous dirais, on couvre à peu près tous les secteurs au niveau social, que ce soit autant les femmes, les immigrants, les jeunes, la petite enfance. Quand je dis les jeunes, c'est la jeunesse, la petite enfance, les aînés, les femmes. On a tout ce qui est lutte à la pauvreté, les entreprises d'économie sociale, la récupération, le développement durable. J'en oublie probablement, là, mais
c'était quand même assez vaste là, comme comité. Puis les gens se concertent entre eux, parce que c'est le mandat, pour essayer d'aider la population puis les collectivités à se développer, à avoir une meilleure qualité de vie. Là. Selon vous, quels sont les facteurs de réussite de cette campagne? Bien, c'est sûr que pour travailler au niveau de la collectivité, bien, moi, je préconise plus une approche qui est collective. Ça veut dire de tous se mettre ensemble pour aller dans la même direction. C'est peut-être plus lent, mais c'est plus efficace, dans le sens où on n'a pas besoin de questionner à plusieurs reprises les gens pour savoir quelles sont leurs façons de travailler, à quoi ils s'attendent, tout ça. Donc, c'est ce qu'on avait proposé à Yvon pour son projet, pour le projet de droit devant érable. Puis, c'est ce qu'il a fait. Fait qu'à ce moment-là, bien, il a été capable d'aller rejoindre les gens en situation de handicap, au niveau des femmes, au niveau des aînés, au niveau de la jeunesse, etc. Fait qu'on a pu y donner un petit peu nos visions, puis peut-être des pratiques. Et après ça, bien, lui, quand il va quand il va prêcher la bonne parole, comme on dit, bien, il n'est pas en terrain inconnu, parce que comme on avait des maires du conseil de la MRC qui étaient au sein de nos discussions, bien, eux pouvaient aller déjà préparer le terrain au niveau du conseil de la MRC, en parler, puis quand ils retournent dans leurs conseils municipaux, bien, ils sont capables d'expliquer c'est quoi les préjugés par rapport aux personnes en situation de pauvreté. Puis quand on dit ben préjugés, ben c'est des idées préconçues. Avec les capsules qu'ils ont faites, ben moi je pense qu'ils vont être capables de démontrer que ce sont des fausses perceptions. Vous avez entendu les allocutions des experts sur la problématique de la pauvreté dans la MRC de l'érable. Après les discours et allocutions, il y a dans ce moment des discussions en format de table ronde avec un animateur ou animatrice de l'organisation Droit devant l'érable. Par la suite, les conclusions seront transmises aux décideurs politiques, économiques, sociaux qui accepteront de travailler avec Droit devant l'érable pour trouver des solutions à la problématique de la pauvreté dans la MRC de l'érable. Pour la TVCE, Abir Benghazi. Nous arrivons à la fin de cette édition de l'érable approfondi. Si vous voulez rester informé, nous vous suggérons de regarder nos émissions de l'érable en bref de mardi et mercredi de la semaine prochaine, ainsi que les prochaines éditions de l'érable approfondi dès samedi. Pour l'instant, passez une excellente semaine.